une année très agréable. On a eu des conférences dans plusieurs disciplines. Et aujourd'hui, ça va être une conférence en droit. Nous sommes chanceux d'avoir le doyen de la faculté de droit, M. Denis, avec nous. Denis, spécialiste en droit international, théorie du droit et de la philosophie. Il a obtenu son doctorat à l'Université de Nantes et il est professeur à l'Université Nocturne depuis 2008. Et si j'avais bien compris, il va expliquer cet ouvrage en cours et donc je pense que ça va être très riche et très intéressant pour nous pour la discussion après. Donc sans plus tarder, merci Denis. Merci. Alors bonjour tout le monde. J'aimerais commencer par remercier l'équipe de l'Institut d'études acadiennes de m'avoir invité à prendre une pause de mes dédales administratives. Je peux vous dire que cette semaine, c'est particulièrement apprécié. Et donc, une petite pause pour venir partager avec vous une part des réflexions qui animent mes travaux de recherche ces temps-ci. J'en profite également pour les remercier pour le beau dynamisme de l'Institut qui contribue au rayonnement de toute notre université. Alors, comme il a été annoncé, aujourd'hui, je vais chercher à illustrer comment on peut penser que l'histoire occupe une place importante dans le travail du juriste. Il y a certains éléments qui vont vous paraître probablement assez évidents, mais je pense qu'on vit quand même à une époque où c'est nécessaire de répéter des choses qu'on pense évidentes. Donc, je vais revenir un peu sur ces éléments-là. Je vais aussi vous parler d'auteurs dont on parle assez souvent dans nos cours de théorie juridique. Donc, je me propose de vous faire ceci à partir d'exemples qui découlent de travaux qui portent sur un livre dont le titre de travail est « Le droit instrument de la protection des minorités linguistiques ». Je ne vais pas tellement vous parler de l'ouvrage. En début de présentation, je vais vous donner un peu des grandes lignes, surtout de mon approche par rapport à cet ouvrage, davantage de ce qu'il contient. Et donc, mais pour l'essentiel, ce que je vais vous communiquer aujourd'hui, ce sont des éléments de réflexion qui sont tirés de cet ouvrage, d'où le lien avec le titre, le thème qui a été proposé aujourd'hui. Donc, je vais commencer par quelques mots sur ce livre qui va vous donner un aperçu peut-être de ma perception du droit. Il s'agit d'un ouvrage dans lequel se trouve en fait l'essentiel d'une pensée qui nourrit mes réflexions depuis quelques années sur la question des minorités linguistiques. Certains pans de cette réflexion ont été présentés dans des conférences, dans des revues spécialisées, d'autres sont inédits. Mais tant les idées connues que celles qui viennent s'y greffer ont été préparées, je dirais, depuis 6-8 ans, dans une perspective d'un portrait global qui ressort dans ce livre en chantier. Et l'exercice d'aujourd'hui ne fait pas exception. Alors, si un jour vous lisez l'ouvrage, vous allez retrouver des éléments de ce que je vais vous proposer aujourd'hui. J'ai senti le besoin dans cet ouvrage de me positionner au niveau de la philosophie du droit. Il faut savoir que la question centrale qui habite l'interrogation ontologique du droit porte sur sa légitimité. Les penseurs qui se sont intéressés à la question ont tenté d'asseoir cette légitimité sur des théories, toutes imparfaites et parfois contradictoires, élaborées autour de la justification de l'existence et du respect du droit également. Ce travail est fondamental et il sera facile à travers le livre que je prépare de reconnaître les vues qui ressortent de ces théories avec lesquelles j'ai le plus d'affinité. Mais partant de ces chantiers, je pense que l'exercice de légitimation du droit ne s'arrête pas là. Je pense que l'exercice de légitimation du droit doit se poursuivre lors de l'application du droit, au cas particulier, et cela doit se faire à partir d'une évaluation du résultat de ce droit. Je mesure cette évaluation à partir du rapport du résultat au système de la pensée humaine. Alors, face à un cas d'espèce, je pense qu'on doit soulever la question suivante. Est-ce que l'idée défendue ici par le droit est au diapason avec des idées constituant le système de la pensée humaine dans l'époque où on se trouve? Est-ce qu'elle s'incorpore logiquement à cette pensée? Alors, il m'apparaît
que tout questionnement sur le droit, qu'on retrouve en aval, au niveau de l'interrogation ontologique du droit, doit partir d'une réflexion qui pose d'abord le droit sur le socle de sa logique intrinsèque, je vais revenir là-dessus, et que ce questionnement ne peut se suffire de cette logique. On ne peut pas juste répondre parce que la Constitution nous dit de le faire. Vous voyez? Donc, je pense qu'il est crucial de s'assurer que le résultat du questionnement puisse s'insérer dans la logique de la pensée de son temps. Bon. Le cas contraire devrait nous indiquer soit que les conclusions de la première étape sont erronées, soit que le cas particulier est touché par une évolution de la pensée. Un droit qui, aujourd'hui, justifierait des politiques d'esclavage, indépendamment du respect du cadre positif de celui-ci, devrait être considéré comme un droit mauvais. Il se présenterait en faux avec la pensée de notre temps. Bonjour, j'ai une commande pour la classe ici. Je me demande juste où est-ce que je pourrais installer des choses, café, muffin et... Je ne vais pas déranger personne, mais je suis un peu... Ah, c'est gentil, merci. Désolée, hein. Il n'y a pas de souci. Le droit est une invention humaine. Il est l'une des idées qui ressortent de ses activités, des activités sociales, politiques, économiques, culturelles. Le droit n'est pas une entité qui ne répond que de lui-même, comme le pensent certains. Le droit n'est pas une entité non plus qui remplit, comme l'ont argumenté d'autres, le vide laissé par la sortie définitive de la religion des sociétés. Si sortie dans les faits, il y a bien lieu. Le droit, en fait, n'opère pas en vase clos. Le droit n'a aucune existence indépendante. Le droit n'est qu'instrumental. L'idée du droit est motivée par la mise en place d'un instrument voué à la protection d'autres idées. Parfois, le droit protège de bonnes idées. Parfois, le droit protège de mauvaises idées. Mais le droit en soi n'est pas nécessairement une mauvaise idée. C'est un instrument. Le droit est une idée, un instrument qui sert à protéger des idées. Si votre idée est d'opprimer les minorités, le droit peut vous aider à faire ça. Si votre idée est de vous assurer que les minorités soient protégées, le droit peut vous aider à faire ça. Évidemment, la question est de savoir c'est quoi une bonne idée, c'est quoi une mauvaise idée. Pour arriver à nous aider à répondre à cette question, on s'est donné des points de repère qui ont pris la forme de droits fondamentaux. Nous avons donc aujourd'hui des guides parfaits, des balises pour établir si une idée politique est bonne ou non. Par ailleurs, lorsque le droit est mis au service de ce qu'on peut identifier comme une mauvaise idée, le droit lui-même peut être un antidote pour mettre fin à cette pratique. L'idée du droit répond donc d'autres idées. Et ces idées ne peuvent être abordées dans leur ensemble par l'humain que par une perspective humaine, que par une démarche philosophique, par une démarche historique. En ce qui concerne la philosophie, celle-ci n'est pas la source de l'ensemble des idées humaines, mais l'ensemble des idées humaines, leurs inventions, je pense, est d'intérêt philosophique. Et c'est pourquoi j'inclus dans la philosophie des réflexions qu'on trouve chez des penseurs qu'on n'a pas nécessairement l'habitude de ranger dans la famille des philosophes. Je pense ici à des sociologues, des anthropologues, des politicologues, des linguistes, des historiens, des juristes. En réalité, je pense que l'ensemble de la réflexion humaine est philosophique. Aujourd'hui, on parle d'interdisciplinarité, mais les anciens auraient dit réfléchir, tout simplement. Alors, dans le livre que je prépare, ma démarche consiste, dans un premier temps, à décrire les contours du droit des minorités linguistiques. Je demeure un juriste. Et donc, d'abord, décrire les contours du droit pour ensuite évaluer l'idée de protéger les minorités linguistiques en rapport avec la pensée de mon temps. Je n'opère pas de remise en question du droit. Penser qu'un monde est meilleur, qu'un monde avec droit est meilleur qu'un monde sans droit fait partie des biens que j'assume. Il y en a d'autres des biens que j'assume. J'assume mon bien envers la primauté de la science dans la construction de la connaissance humaine. J'assume mon bien envers
la mouvance, malgré les ressacs des sociétés humaines, vers des idéaux démocratiques. J'assume mon biais envers ces trois inventions humaines, tout en étant conscient des sinistres issus auxquels peut mener la perversion de celle-ci. Donc, je m'interroge sur le droit, mais je ne m'interroge pas sur la pertinence de ce droit. Je m'interroge en fait sur la pertinence de chercher à protéger des minorités, plus particulièrement linguistiques, mais pas uniquement. Donc, je m'interroge sur la pertinence de chercher à protéger des minorités par le droit et, le cas échéant, à évaluer la cohérence de ce droit dans son application. D'accord? Alors, qu'est-ce que ça donne, tout ça, en ce qui concerne les droits des minorités linguistiques, au niveau de mes... j'ai perdu l'image que j'avais tout à l'heure. Bon. Je ne sais pas pourquoi. Je n'ai pas d'image devant moi non plus. Il y avait le plan tout à l'heure. Ah, oui. Et je vais continuer si ça me paraît. Alors, qu'est-ce que ça donne tout ça? Ben, eh bien, en ce qui me concerne, ça m'a porté à faire un certain nombre d'aphorismes qui sont expliqués dans mon ouvrage. Mais pour aujourd'hui, je vais me contenter d'en énumérer 3. Tout ça pour vous aider un peu à comprendre d'où j'arrive, hein, parce que on ne sort pas suffisamment l'avocat de sa faculté de droit. Donc, d'abord, je crois important de respecter les droits des minorités linguistiques au Canada parce que cela m'apparaît s'inscrire dans le respect de la volonté constitutionnelle de ce pays. Alors, du point de vue du droit, notamment de l'avocat devant le juge, cet argument devrait m'assurer. D'un point de vue politique, la protection des minorités linguistiques m'apparaît s'inscrire dans un idéal démocratique qui ne saurait se contenter d'une vision républicaine de ce système politique. Je pense, je passe beaucoup de temps là-dessus dans mon ouvrage, je pense que la vision républicaine de la démocratie, contrairement à ce que certains prétendent, n'a jamais vraiment correspondu à celle des philosophes des Lumières, ou si peu, et qu'à tout le moins, cette vision devrait être perçue aujourd'hui comme dépassée. Et d'un point de vue philosophique, influencé par le fait que chez la plupart des grands penseurs, la langue apparaît intrinsèquement liée à l'identité humaine, voire pour certains au réel, on a beaucoup attaqué cette dernière composante, mais c'est quand même... La langue en soi m'apparaît important pour nous. Donc, évidemment, sortir du carcan juridique va nous éloigner des vérités construites à partir des prémices de cette science. Vérité protégée par le droit, on ne peut pas demander à tous et chacun de se plier à cette bonne parole sans daigner aller au-delà d'une justification juridique, mais je crois qu'il existe bel et bien dans cet idéal démocratique une telle justification, une justification juridique qui peut être, elle n'est pas sans limite, mais qui peut être politiquement légitime. On peut en trouver la légitimité. Donc, parce que quand même, pour que le droit ne puisse imposer le respect d'idées, il faut déjà que l'idée du droit ne soit pas bafouée. Mais comme toute explication, l'explication du droit ne peut se suffire. On doit chercher à insérer l'idée du droit avec les autres idées dans un grand schéma cohérent de vérité construite par lui-même, dans lequel s'inscrit notamment la connaissance humaine. Bon, ce que je lance comme ça sur l'heure du dîner, c'est un peu chargé, je suis conscient. Et d'ailleurs, dans le livre que je suis en train de préparer, il m'apparaît nécessaire de faire un rappel historique du cheminement, de la connaissance, du politique et du droit, tel que je les interprète, et ce que j'en retire pour illustrer mon propos et comprendre ma démarche et sans doute ses faiblesses et ses incohérences. En ce qui concerne la réflexion de la connaissance humaine, celle-ci trace à la fois des points de repère fondateurs, répondant, je pense, aux besoins humains d'évoluer à l'intérieur d'un encadrement structurel, et les balises à respecter pour élaborer d'autres points de repère d'un système qui doit, pour rencontrer ces visées, s'inscrire dans la cohérence. Je passe beaucoup de temps là-dessus parce que ça me préoccupe beaucoup, ce que je vois au niveau des universités, notamment nord-américaines, sur cette question. Je pense qu'il en est ainsi également pour l'invention du politique et du droit dont la nécessité s'est imposée par le besoin
d'un encadrement structuré face au caractère pluriel de l'humain. Il est important de retenir qu'à mes yeux, on n'a pas à être esclave de ces points de repère. L'une des choses que nous enseigne l'étude historique du droit, c'est que le droit évolue. Le droit n'est pas figé et on n'a pas à être esclave de ce droit. L'évolution du droit nous permet d'envisager d'autres mondes. Simplement, je pense que, comme toute invention humaine, son évolution doit se faire dans une mouvance inscrite dans la cohérence. Alors, de la connaissance, de la politique, du droit humain, pour être complet, je pense que la réflexion portant sur le droit des minorités doit s'inscrire dans le prolongement conséquent de ces points de repère. À quoi ça ressemble tout ça? Eh bien, là, vous le voyez, le plan. C'est mon plan de travail, c'est ma table des matières pour le moment. Et déjà, à la simple vue de ce plan de travail, on devine bien qu'il y a de l'histoire un peu partout. Hein? Regardez, tous les chapitres racontent une histoire. Le chapitre 1 raconte l'histoire de la construction humaine de la connaissance telle que je la conçois. Le chapitre 2 raconte l'histoire de la construction humaine de la politique telle que je la conçois. Le chapitre 3 raconte l'histoire de la construction humaine du droit tel que je la conçois. Et quand je cherche à montrer qu'il n'y a pas eu d'activité judiciaire en droit linguistique, par exemple, je le fais à partir, bien sûr, d'arguments juridiques, mais je le fais également à partir d'une histoire, l'histoire des droits linguistiques du Nouveau-Brunswick. Même chose lorsque je conclus la première partie de mon livre en me servant beaucoup des travaux d'Axel Honneth, on comprend que lui-même appuie sa pensée sur une démarche historique des idées. Et donc, sans surprise, on comprend que l'histoire est omniprésente dans le travail du chercheur. L'histoire est omniprésente chez celui qui se lance dans une réflexion sur lui-même. L'ex-juge en chef du Canada, le juge Dixon, a dit un jour, « A page of history may illuminate more than a book of logic. » Alors, l'histoire est omniprésente chez celui qui réfléchit, mais aussi chez celui qui enseigne. On ne peut pas comprendre la nature d'un objet d'étude sans connaître son histoire. On ne peut pas comprendre la nature du droit sans connaître l'histoire du droit. Donc, il est essentiel de comprendre la provenance du droit pour comprendre le droit d'aujourd'hui. L'histoire nous enseigne que les notions modernes du droit découlent d'une longue évolution, souvent d'une unification de divers éléments rassemblés. L'histoire nous enseigne également les limites du droit. Alors, le droit appliqué par les tribunaux ne peut suffire à expliquer le droit dans une société. Une vue d'ensemble du droit nécessite une démarche historique. Le droit, en fait, est une composante de l'histoire humaine, et en fait, si on se laisse guider un instant par l'enseignement de Hegel, il serait également vrai de dire que l'histoire humaine est une composante du droit. Mais ça, donc, c'est un élément qui était très important chez Hegel. En fait, on le sait, hein, Hegel s'intéressait beaucoup aux habitudes des humains. Il pense que les habitudes nous distinguent des bêtes, notamment. Hegel pense que les bêtes peuvent se soumettre à une loi, mais la loi reposera sur l'instinct. Si vous avez des animaux à la maison, là, vous pouvez constater ce que je viens de dire. Ma belle Camus, là, elle fonctionne sur l'instinct. Alors, on dit fromage, on lui fait faire ce qu'on veut. Alors, oui, on peut répondre à une loi du côté, réagir à une loi du côté de l'animal, mais ça sera basé sur l'instinct. Alors que l'humain, chez Hegel, va nous dire qu'il serait le seul être sur cette planète capable d'asseoir la loi sur l'habitude. C'est fondamental chez nous, cette question. Parce que l'humain, qui perçoit de toute évidence comme étant l'être le plus complexe vivant sur cette planète, peut s'imposer le respect d'une habitude. Pour introduire cette dimension de la pensée à Hegel à mes étudiants, qui sont pas tous des philosophes, j'utilise parfois l'exemple de la télécommande. Je sais, un jour, je vais devoir prendre autre chose parce qu'il n'y a personne qui va savoir c'est quoi la télécommande. Mais pour l'instant, j'utilise encore la télécommande. Un exemple simple, certains me diront peut-être presque simpliste, et je suis assez d'accord, pour comprendre un peu le sens historique. Alors, la télécommande, pour que la télécommande soit inventée, il faut déjà que la télévision soit inventée, n'est-ce pas? Pour que la télévision soit inventée, bien évidemment, il faut que l'électricité soit inventée. Donc, la télécommande, d'une manière
conceptuelle, pour être comprise, elle doit être inscrite dans son sens historique. Et je répète souvent aussi que si on transposait la télécommande 1500 ans derrière nous dans le passé, on pourrait révolutionner l'histoire des humains, on en aurait fait des dieux, on aurait parti des guerres avec ça, on aurait pu construire de nouvelles constructions. Et quand on me répond que j'accorde trop d'importance à cet objet, ben je leur rappelle que le poids qu'on accorde alors, d'une valeur, d'un point de vue utilitaire, réel, ne peut justifier l'importance que l'humain a décidé de lui accorder. Donc, alors, tout comme le sens historique de l'exemple de la télécommande chez Hegel, la loi codifiée, juste avant qu'elle soit interprétée, mais la loi codifiée ne prend de sens que s'il y a d'abord une coutume. C'est là où j'en reviens. Il y a d'abord une coutume. Et cette coutume, chez Hegel, ne prend de sens que s'il y a d'abord des habitudes. Donc, tout commence avec des habitudes. Donc, on doit comprendre qu'à la source de la loi, il y a d'abord des habitudes. Des habitudes qui, évidemment, s'établissent avec quoi? Avec le temps. Et c'est pourquoi Hegel était d'avis que sans l'histoire, il n'y a pas de droit. Maintenant, j'aimerais vous parler de l'importance de l'histoire pour le droit à partir de certains travaux d'auteurs américains incontournables dans l'étude de la philosophie. Je ne sais pas si je vais réussir à me débrouiller ici pour changer de page. Oui, c'est pas si compliqué du tout. Voilà. Je la laisse un peu comme ça, c'est une page, je la laisse en fait tout à l'heure. Et donc, je vous ai préparé une petite liste pour vous donner un peu une idée de quelques références dont je me suis servi pour la présentation d'aujourd'hui. Ce que propose Hegel dans sa pensée, que je viens de résumer à gros traits, en quelque sorte, est une explication de la naissance du droit, une explication sur la source du système juridique. Les auteurs américains dont je vais parler aujourd'hui suivent des sentiers similaires, mais ont pour leur part cherché à comprendre surtout le développement du droit, son évolution, et par le fait même, ses manifestations dans son application. Le droit, en fait, dans sa création et son fonctionnement, est intrinsèquement historique. Son mécanisme, la jurisprudence, qui n'est plus aujourd'hui circonscrit à la common law, est en soi un appareil historique. Maintenant, pourquoi cette nécessité de la jurisprudence en droit, qui s'accompagne de la règle du précédent? Parce que l'une des caractéristiques du droit est importante est la recherche de la prévision, la prévisibilité. Je vais vous parler un peu de l'importance de la prévisibilité du droit. L'un des plus influents juristes américains se nomme Oliver Wendell Holmes Jr. Holmes est né le 8 mars 1841. Il est décédé le 6 mars 1935. Et pour ceux qui se le demandent, il est effectivement le fils du médecin et écrivain Oliver Wendell Holmes, très connu aux États-Unis. Le père Holmes est l'un des premiers médecins, en fait, qui ont contribué à mettre fin au saignées. On lui en est très reconnaissant. Et dans une publication de 1893, il a fait une recommandation révolutionnaire aux médecins. Lavez-vous les mains. Donc, on doit ça au père de Le fils s'en tire pas trop mal de son côté. Il va être notamment juge à la Cour suprême des États-Unis de 1902 à 1932. Alors, Holmes considère le droit dans sa réalité, il dit vivante, par la pratique effective du droit. Et il est d'avis que la réflexion sur le droit doit être évacuée de toute abstraction. Il a été avocat, comme je vous en doutez, puisqu'il a été juge. Et donc, pour lui, lorsque nous étudions le droit, on n'étudie pas un mystère, mais une profession bien connue. Il faut comprendre, lorsqu'il fait allusion au mystère, que pendant une très longue période de l'histoire humaine, on a surtout tenté d'asseoir le droit sur une justification naturelle. Il faut respecter le droit parce qu'il s'agit d'un phénomène naturel. On pense qu'étudier le droit, c'est plutôt étudier ce qui est nécessaire pour se présenter devant le juge, ou pour conseiller, c'est pas mal déjà, aux gens comment on fait pour se tenir à l'écart des tribunaux. Et à noter que c'est en grande partie la base de la formation que reçoivent ceux qui étudient dans les facultés de droit un peu partout dans le monde.
Holmes va résumer sa pensée par une formule qui est devenue célèbre chez les juristes. Ce que j'entends par le droit, ce sont les prévisions de ce que les tribunaux feront effectivement et rien d'autre de plus prétentieux. Et cette recherche de prévisibilité va passer par quoi? Elle va passer par l'histoire. C'est fondamental dans l'œuvre de Holmes. L'histoire est partout. C'est un livre d'histoire. Lorsqu'on lit du Holmes, si vous voulez avoir une idée de l'histoire du droit, et particulièrement de la common law américaine, vous allez au pouvoir du Holmes. C'est tout y est. Donc, c'est l'histoire qui va nous permettre de dégager les exigences sociales auxquelles doit s'arrimer le droit. Holmes est d'avis que l'étude historique représente le moyen de soigneusement calculer les exigences sociales qui tracent la voie au droit, et que ce n'est que par cette démarche il parlera de logique du droit, qu'une logique du droit peut se détacher. En fait, Holmes est d'avis que le droit est à la fois histoire et esprit du temps. On va utiliser le terme esprit du temps. On a traduit par esprit du temps. Un peu comme l'entendait Hegel et Heidegger lorsqu'ils faisaient référence au climat intellectuel et culturel d'une époque. Donc, lorsque Holmes nous parle de l'esprit d'une époque, l'esprit du temps, il a en tête ce qui est ressenti comme une nécessité d'une époque, des théories morales, les théories morales et politiques dominantes, les institutions de politique publique, et même les préjugés que les juges partagent avec leurs concitoyens. Donc voilà à quoi ressemble l'esprit d'un temps dans la tête de Holmes. Alors chez Holmes, comprendre le droit appelle l'étude de l'histoire et les théories de la législation existante. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je reviens un peu à ce que j'ai dit tout à l'heure. L'étude rationnelle du droit chez Holmes est dans une large mesure celle de l'histoire. Maintenant, on doit rappeler, lorsqu'on a dit, comme on l'a dit un peu plus tôt, que lorsqu'on dit qu'il faut tenir compte de l'histoire en droit, ce n'est pas pour en être prisonnier. Lorsque Holmes s'intéresse à l'histoire, c'est d'abord et avant tout pour mieux servir le travail de l'avocat et du juge. Alors, connaître le droit chez Holmes, c'est savoir ce qu'il a été et ce qu'il tend à devenir. Ce qu'on va chercher avant tout ici, c'est la cohérence. On va chercher la cohérence. Maintenant, j'aimerais vous parler un peu de l'importance de la cohérence en droit. Lorsqu'on parle de la recherche de la cohérence en droit, on fait souvent référence aux travaux de Ronald Dworkin. Je vais remonter un peu ma petite... Ronald Dworkin est un philosophe américain qui est né le 11 décembre 1931 et mort le 14 janvier 2013. Il a été professeur à Londres et à New York. Il est connu comme l'un des plus grands spécialistes de la philosophie du droit. Est-ce que quelqu'un peut... Je suis un peu enrhumé. Est-ce que quelqu'un peut me chercher un peu d'eau? C'est gentil. Alors, pour Dworkin, pour que le droit soit prévisible, un objet doit se détacher au final, l'objet qui doit se détacher au final doit être inscrit dans une logique d'un grand schème qui tend vers la cohérence. Ce schème qui cherche à tendre vers la cohérence est en réalité une logique sociale de l'histoire que l'histoire permet de définir. Il faut, pense Dworkin, tendre vers une démarche interprétative qui cherche à assurer l'intégrité du processus. Et une telle démarche, celle d'assurer l'intégrité du processus juridique, ne peut être réduite aux intentions historiques des fondateurs. Vous avez peut-être déjà entendu parler de l'image de l'arbre vivant, lorsqu'on parle parfois de questions constitutionnelles, lorsqu'il est question d'interprétation des droits constitutionnels. On a une jurisprudence au Canada qui a été reconnue par la Cour suprême qui porte sur l'interprétation des droits constitutionnels et qui remonte à un vieil arrêt du Conseil privé qui est l'arrêt Edwards. Alors, dans cette décision, ce qu'on a dit, c'est que l'acte de l'Amérique du Nord britannique a planté au Canada, comme ça on avait besoin d'autres arbres, un arbre susceptible de croître et de se développer à l'intérieur de ses limites naturelles.
la règle fondamentale établie par le Conseil privé à l'époque dans l'affaire Edwards, selon laquelle la Constitution est comparable à un arbre capable de croître à l'intérieur de ses limites naturelles, s'oppose à l'interprétation qui fige l'intention du législateur au moment de l'adoption d'une loi. Alors, ce qui en découle, c'est une approche interprétative constitutionnelle qui permet à la Constitution de s'aligner à l'évolution de la société. Alors, pourquoi faut-il faire en sorte que la Constitution s'aligne à l'évolution de la société? Bien, parce que la Constitution est un contrat social qui est destiné à régir la société pour une longue période de temps, qu'il est impossible de faire des lois qui prévoient tout, et que ce contrat social, il est difficilement modifiable. Alors, dans les faits, la Cour va devoir opérer un équilibre entre la prise en compte de l'intention originaire du constituant et l'évolution de la société. Maintenant, c'est important de comprendre que la théorie de l'arbre vivant ne vise pas à donner à la Cour carte blanche pour inventer de nouvelles obligations, sans rapport avec l'obligation originale de la disposition en litige. Au Canada, l'analyse d'une disposition doit être ancrée dans le contexte linguistique, philosophique et historique de la disposition en question, et on ne doit pas aller au-delà de l'objet véritable du droit ou de la liberté en question. La tâche des tribunaux, à qui on demande d'interpréter une loi, consiste à rechercher l'intention du législateur. Et c'est pourquoi, lorsque le texte de la loi est clair et sans ambiguïté, aucune autre démarche n'est nécessaire pour établir l'intention du législateur. On n'a pas besoin d'une interprétation plus poussée lorsque le législateur a clairement exprimé son intention par les mots qu'il a employés dans la loi, à moins qu'il y ait eu une évolution telle au niveau de la société qu'on doit s'en éloigner. Donc, l'interprétation du droit peut avoir pour objet l'interprétation d'un phénomène créé comme une entité distincte de son créateur. Lorsqu'on ne peut pas établir clairement l'intention du législateur, le juge va devoir à partir d'une réflexion cohérente, déduire l'intention du législateur. Et comment on fait ça? Comment on fait pour inscrire l'interprétation judiciaire dans la cohérence? On va revenir à Dworkin. Chez celui-ci, la cohérence de l'interprétation judiciaire dépend d'une logique d'ensemble. Dworkin est d'avis que toute interprétation d'une portion d'un texte peut être acceptée si elle est confirmée par une autre portion du même texte. Et dans le cas contraire, elle doit être rejetée. Dans le cas où l'intention du législateur n'est pas claire, parce que c'est toujours de ça dont on parle lorsque le juge entre en scène en quelque sorte, le raisonnement juridique constitue une interprétation créative, une charpente à laquelle chaque nouvelle pièce doit s'intégrer logiquement. Et c'est pourquoi le droit réside dans la meilleure justification de l'ensemble des pratiques juridiques. Alors, il s'agit de chercher l'interprétation qui fait de l'histoire du droit, dans son ensemble, sous tous ses rapports, la meilleure de toutes. Alors, au nom de l'intégrité du droit, c'est un concept que Dworkin va utiliser abondamment, le juge doit tenir compte de l'histoire. Pour Dworkin, le juge est comme un romancier qui doit poursuivre un roman qui a été commencé par d'autres. L'évolution du droit, la chaîne du droit, comme il dira, se déroule comme un roman à la chaîne. Le juge doit assumer sa fonction créatrice et ajouter sa pierre à l'édifice juridique qui se présente. Il doit notamment se demander de quelle façon la cohérence du droit sera le mieux respectée par la décision qu'il prendra. Donc, c'est un peu comme s'il participait à l'écriture d'un seul et même roman sur lequel on travaille et travailleront plusieurs auteurs. Le juge, comme chaque juge engagé dans le projet, doit en assurer une vue d'ensemble afin de pouvoir s'inscrire logiquement dans la suite du récit. Une suite dont il prend le relais, une suite qui doit aussi pouvoir se poursuivre après.
Et donc, dans les cas difficiles, dans les cas où l'intention du législateur n'est pas claire, le juge va chercher à identifier, à l'intérieur d'un ensemble cohérent de principes relatifs aux droits et aux devoirs, la meilleure interprétation constructive de la structure politique et de la doctrine juridique de sa collectivité. Le point de départ de l'interprétation reste le présent. On se tourne vers le passé pour mieux comprendre le présent. L'histoire est en premier lieu un instrument permettant de comprendre d'où vient la société que nous sommes appelés à examiner, et là où elle semble logiquement se diriger. Encore une fois, ce qui est recherché est la cohérence, et bien souvent, l'histoire, c'est l'histoire qui va frayer un chemin à cette cohérence. Maintenant, comment tout ceci se manifeste en droit canadien? L'interprétation de la loi au Canada repose sur une démarche construite à partir de 4 méthodes. Je vais vous les énumérer rapidement pour ensuite vous donner un exemple. Les 4 méthodes d'interprétation de la loi au Canada sont la méthode littérale ou grammaticale. Celle-ci s'impose lorsqu'il s'agit d'un texte de loi d'où ressort une intention claire du législateur. La méthode logique ou systématique, qui appelle la recherche de la cohérence de l'ensemble de la législation. La méthode théologique, qui est empruntée afin de rechercher la finalité d'un texte, lorsque l'intention du législateur n'apparaît pas clairement. Et la méthode historique, qui permet de prendre en considération l'histoire, l'historique législatif notamment, toujours dans le but d'identifier une intention qui n'est pas clairement énoncée. Alors on voit bien ici qu'on est encore inscrit dans une logique qui ne s'éloigne pas de la lecture des auteurs auxquels j'ai fait référence aujourd'hui. Je vais terminer avec un exemple concret tiré de la jurisprudence. Pour ce faire, je vous propose une décision rendue en 1996. Il s'agit de la décision Desrosiers contre Banque nationale du Canada. J'ai parlé d'histoire aujourd'hui, maintenant je vais vous raconter une histoire. Vers le milieu des années 90, un homme de la péninsule acadienne contracte plusieurs dettes envers la succursale de Shippagan de la Banque nationale, dettes pour lesquelles il avait donné en garantie 2 propriétés. L'une de ces propriétés était d'une valeur de 70 000 $ et l'autre de 66 000 $. À la suite de ce qui a été considéré par la banque comme un défaut de paiement, la banque a exercé ses pouvoirs hypothécaires et a procédé à une vente judiciaire des immeubles donnés en garantie. Mais la publication des avis requis par la loi n'a donné aucun résultat. Il n'y a eu aucune soumission qui a été reçue. La banque a donc décidé de se porter acquéreuse des 2 propriétés au prix minimal fixé par la loi, qui était de 100 $ chacune. Et par la suite, la banque a intenté une action contre l'homme pour recouvrir les soldes des prêts qu'il avait contractés. La majorité à la Cour d'appel du Nouveau-Brunswick, dans un jugement rédigé par le juge Bastarache, a dit non à ce genre de manœuvre. Dans cette affaire, le juge Bastarache s'arrête longuement sur le fait que les propriétés ont été vendues bien en deçà de leur valeur marchande. Le juge Bastarache juge qu'une telle pratique est contraire à l'obligation de la banque d'agir de bonne foi dans l'exécution du pouvoir de vente et de prendre les mesures requises en vue d'obtenir un prix qui reflète la valeur marchande du bien. Maintenant, sur la base de la législation, de la jurisprudence, on pouvait très certainement avancer des arguments en faveur de la banque. On pouvait argumenter, par exemple, que le créancier hypothécaire peut se porter acquéreur des propriétés mises aux enchères sans qu'il soit tenu responsable de toute perte qui pourrait en résulter. On pouvait argumenter, comme l'a fait un juge minoritaire dans cette affaire, le juge Rice, qu'en l'absence de négligence, on ne pouvait conclure à un manquement au devoir d'agir de bonne foi. Et pour le juge Bastarache, ces arguments ne pouvaient pas être acceptés. Et sur quoi il va reposer, asseoir son jugement? Sur l'histoire. Dans son raisonnement, le juge Bastarache va s'intéresser au contexte historique qui a mené à la possibilité d'une banque d'acheter un bien lors d'une vente hypothécaire. Il va reprendre l'histoire du droit dans ce domaine. Or, qu'est-ce que nous enseigne l'histoire du droit dans ce domaine? Il nous enseigne que le système a été mis en place afin d'éviter que le bien soit vendu bien en deçà de leur valeur marchande.
l'histoire nous montre que c'est précisément pour éviter ce que la banque a fait que le système a été mis en place. Oui, il y avait des dispositions de la loi sur les biens sur lesquelles la banque pouvait asseoir son comportement. Oui, certaines décisions judiciaires semblaient s'en contenter, mais l'esprit de la loi sur le bien, mis en perspective avec d'autres lois telles que la loi sur les banques, et surtout l'histoire du système étudié, nous montre que le comportement de la banque détourne de la cohérence du droit. Dworkin aurait parlé de la fondation morale du système juridique. Et c'est pourquoi le juge Bastarache est d'avis qu'on ne peut pas laisser la banque s'en tirer simplement en argumentant qu'elle n'a pas été négligente. En acceptant le comportement de la banque, on ne rencontre pas les standards généraux qui découlent de nos pratiques sociales, des valeurs et des croyances qui sont à la base du système en question, qui sont à la base de la solution juridique qui a été proposée, qui sont l'histoire de ce système de droit. Si on examine, comme certains l'ont fait à l'époque, cette décision avec une perspective qui se veut uniquement positiviste, on peut arriver à la conclusion que c'est une mauvaise décision. Mais à travers la lunette conceptuelle, notamment de Dworkin, le juge Bastarache n'a fait que compléter le chapitre d'un livre qui commençait comme ceci. Ils décidèrent de mettre en place un système afin d'éviter que le bien ne soit vendu bien en deçà de la valeur marchande. La suite logique de ce chapitre ne pouvait être, après l'achat des deux propriétés par la banque pour une somme totale de 200 $, M. Desrosiers a dû rembourser le solde des prêts. Je suis d'avis que pour qu'il y ait du droit, il faut au moins deux choses, une idée à défendre et de l'histoire. Merci. Oui, merci beaucoup pour cette conférence passionnante. On a du temps pour des questions, des discussions. Ça doit horrifier les juristes d'entendre les politiciens dire que la Cour, que les juges prennent trop de place et qui sont en train de certains politiciens. Ça dépend où on est. Aux États-Unis, cette idée de l'activité judiciaire se défend mieux. Il y a véritablement une activité judiciaire très forte aux États-Unis. Le problème, c'est que comme souvent, les gens comprennent notre système, je pense, notre système de droit à partir de ce qui se fait aux États-Unis. Moi, sur la question très précise des droits linguistiques, j'ai pas vu ça. J'ai plutôt vu une collectivité vraiment attendre au tout dernier recours de se tourner vers le droit. On attend, à la GFNB, il y a des dossiers qui traînent depuis 20-25 ans, qui ne sont pas retrouvés devant le judiciaire et pour beaucoup de gens, on travaille encore sur ces dossiers. Donc, lorsqu'on se retrouve, il y a eu des cas d'exception, il y a eu des gens qui sont partis très rapidement vers le judiciaire, mais c'est vraiment l'exception. Puis, évidemment, nous, on compare ça aux autres domaines du droit, le droit de la famille, le droit pénal et tout ça. Donc, on ne sent pas qu'il y a véritablement eu une activité judiciaire. On n'est pas des vents en guerre. Et donc, cette idée de l'activité judiciaire au Canada en général se défend très mal à mes yeux. Mais c'est vrai que les États-Unis, c'est une autre histoire. Maintenant, on préfère des solutions qui ne sont pas judiciaires. Je suis avocat depuis 20 ans, je n'ai jamais été devant un juge. Je préfère régler les choses avec une bonne poignée de main. Malheureusement, le politique ne suit pas toujours. Ce que ça démontre très souvent, en fait, lorsqu'on se retrouve devant le judiciaire, c'est que ces droits ne sont pas respectés par ceux qui devraient les respecter. C'est ça qui est malheureux, puis on le sent très bien. Là, on est dans une zone avec la dernière élection, on est un petit peu tous très nerveux. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que ça veut dire? Tout ça exactement. En espérant qu'on ne revienne pas de nouveau dans cette ère où parce que quand on regarde au niveau de la population, il y a un décalage, je pense, entre les gouvernements, les politiciens et la population en général. Et on a eu une élection qui a été fondée sur des dogmes très forts, je pense, qui a donné ce que ça a donné. Mais à toutes les années, lorsqu'on fait au niveau du commissaire officiel des sondages sur la question, la population est rendue vraiment ailleurs. Mais on ramène la question à partir de médias qui sont contrôlés par une famille qui ne croit pas au projet. C'est intéressant quand tu as souligné la cohérence du droit et de l'histoire, qu'on a l'habitude de la base, les coutumes, le droit codifié après. Ça me fait rappeler mes cours de bac avec Hegel aussi, que j'ai beaucoup aimé. Et c'est vrai que Hegel avait une idée assez linéaire de l'histoire. Et justement, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on
on a l'impression que notre évolution envers quelque chose qui est positif est toujours mieux et détournée un peu par les idées qui reviennent, le trotskisme, etc. Et donc, comment ça, ce phénomène, comment ça se travaille avec ton ordre d'idées, de cette linéarité, cette cohérence de nos idées fondamentales qui sont exprimées par nous? Moi, je ne vais pas recommencer à chaque siècle. Je pense qu'on devrait construire à partir de certaines bases. Je pense que le défi, c'est de maintenir, de faire un équilibre entre certains points de repère qui sont essentiels pour se guider, mais en même temps de protéger la diversité.